Super. Génial. Donc, un grand merci à tout le monde d'être parmi nous. Je m'appelle Victoria Soflan et je représente le helpdesk pour toute question sur les systèmes d'information nutritionnelle. Je suis accompagnée par deux présentatrices. Angeline, est-ce que tu veux bien te présenter et ensuite nous allons présenter à Isabelle? Oui, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Angéline Grant et je suis à la Helpdesk Coordination pour les pays francophones, pour le GNC, et je m'occupe également du renforcement des capacités. Isabelle? Bonjour, je suis Isabelle Fougery, je travaille pour OCHA et je soutiens les équipes d'OCHA sur le terrain, essentiellement dans les pays francophones. Et, je m'occupe aussi de la coordination pour l'aperçu global humanitaire ici à Genève. Merci. Super, un grand merci encore Isabelle d'être parmi nous ce matin ou cet après-midi pour la plupart qui sont présents aujourd'hui. Pour ce qui est les objectifs de notre session, voilà, je peux faire passer les diapos. Nous allons commencer avec une séance d'information sur le processus HPC et le plan de réponse humanitaire pour 2021. Ensuite, nous allons avoir un peu de temps pour des questions et réponses, comme Isabelle ne pourrait pas rester pour la totalité de cette session. Ensuite, Angeline va nous présenter un peu plus sur l'élaboration des plans de réponse humanitaire sous l'angle de la nutrition, ainsi que les considérations transversales comme la violence basée sur le genre, l'handicap et la redevabilité aux populations affectées. Et finalement, nous allons aborder un petit exercice par rapport aux indicateurs et activités sur ces thématiques transversales et donner plus d'informations sur l'appui technique au pays par l'équipe du GNC. Avec ceci, je passe la parole à Isabelle pour continuer la présentation. Merci. Merci Victoria et bonjour, bon après-midi ou bon matin à vous tous. Donc, je vais vous présenter assez brièvement la partie plan de réponse humanitaire du cycle de réponse. Alors, pour 2021, d'abord, à savoir qu'il y a une certaine mise à jour qui est faite. On fait ça un peu chaque année pour s'assurer en fait qu'en fonction des retours qu'on reçoit de nos collègues sur le terrain, on améliore autant que possible le processus et les brouillons de documents qui sont fournis. Cette année, il y a relativement peu de changements, essentiellement suite à des demandes du terrain justement de ne pas trop changer chaque année et parce que l'année passée, on a eu des changements assez considérables. Mais essentiellement, ce qu'on a essayé de faire cette année a été de consolider les acquis de l'année dernière. Donc, en particulier avec un accent qui est renouvelé sur tout ce qui est redevabilité aux populations. Aussi, essayer d'être plus clair sur la partie des liens entre les plans de réponse humanitaire et les plans de développement. Et si vous voulez un bon exemple, moi, je vous conseille d'aller voir le document de la République démocratique du Congo, où je crois que c'est page 14, si je me souviens bien, il y a un schéma qui explique clairement ces liens et je trouve que c'est un très très bon exemple dont on pourrait s'inspirer aussi dans d'autres pays. L'intégration de la protection, ça c'est quelque chose d'un peu récurrent et de nouveau on a essayé un peu d'améliorer la manière dont c'est fait. Et un des changements qui va probablement le plus vous toucher va être l'intégration de la réponse au Covid-19, dans le sens où depuis le mois de mars-avril, on a des plans indépendants pour la réponse Covid et à partir de l'année prochaine, ça ne sera plus le cas. Cette réponse, l'aspect humanitaire de cette réponse, en tout cas, sera intégré dans les plans de réponse humanitaire. L'intersectorialité aussi fait partie des choses qu'on a essayé d'améliorer dans le processus, en particulier avec la partie de l'analyse de la réponse et effectivement justement de lier l'analyse des besoins à l'analyse de la réponse. Et ça, je vais en parler un petit peu plus parce que c'est vraiment un aspect qui est important, je pense.
Donc, voilà, on va voir dans un moment à quoi ressemble le sommaire des plans de réponse 2021, mais vous verrez qu'en fait, il y a relativement peu de changements, et surtout si on compare avec l'aperçu des besoins, où là, au niveau des méthodologies, il y a quand même des changements relativement importants. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc effectivement, on essaye d'améliorer le lien entre l'analyse des besoins et la réponse. Ça, c'est un reproche qu'on nous fait souvent, surtout des bailleurs de fonds, qu'en fait, on a une analyse des besoins, mais qu'ensuite, le plan de réponse semble déconnecté de cette analyse des besoins. Alors, en établissant des liens plus clairs, déjà, on améliore clairement la crédibilité du plan de réponse humanitaire, on améliore la crédibilité des requis financiers qu'on va demander à nos bailleurs de fonds. Mais il y a aussi d'autres aspects qui sont qu'on va aller un peu au-delà du mandat des agences et du rôle des clusters techniques. On peut aussi aller au-delà au niveau des agences, des plans préétablis que certains d'entre elles ont déjà, alors qu'ils entrent dans le processus des plans de réponse pour justement s'assurer qu'on va répondre au mieux aux besoins des populations que nous servons, et non répondre aux mandats des agences et aux plans qui ont déjà été établis. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, la partie de l'analyse des besoins, les étapes 1 à 4, ont déjà fait l'objet d'un webinaire. Je crois que c'est mon collègue Marcus qui avait présenté. Donc là, on va se focaliser maintenant sur le plan de réponse. Donc, au niveau de ce plan de réponse, il va y avoir 4 étapes essentielles. La première étant de définir la portée du plan de réponse et de formuler les objectifs stratégiques initiaux. Donc là, effectivement, ça va être qu'est-ce qu'on va faire dans ce plan de réponse, à quels besoins est-ce qu'on va répondre, y a-t-il des choses qu'on ne va pas faire? Et ça, c'est souvent quelque chose qui n'est pas clairement dit dans les documents, et c'est un peu dommage, alors qu'on sait qu'il y a certains besoins auxquels on ne va pas répondre pour différentes raisons, et ça peut être qu'ils sont pris en charge par d'autres acteurs, ça peut être que c'est dans des zones qui sont pour le moment inaccessibles pour des raisons X ou Y, qu'elles soient logistiques ou qu'elles soient d'autorisation. Et dans ce cas, la question va être qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer l'accès, et non comment est-ce qu'on va directement répondre aux besoins puisqu'on n'a pas cet accès. Donc ça va être la première étape. La deuxième, justement, ça va être cette analyse des réponses. Donc là, en fonction de la sévérité des besoins, de la magnitude des besoins, des tendances aussi qu'on peut voir et qui ont été établies dans l'aperçu des besoins, en fonction aussi des causes sous-jacentes de ces besoins, on va un peu déterminer quelles sont les meilleures modalités de réponse, quelle va être la réponse la plus appropriée et la plus faisable dans ces circonstances. Un autre élément que j'oubliais qui est aussi important dans cette analyse des réponses, c'est la priorisation par la population affectée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'eux voient comme étant leurs besoins essentiels, comment est-ce qu'eux voient la réponse qu'ils attendent de notre part. Ensuite, finaliser les objectifs et indicateurs stratégiques et spécifiques et priorisés. Donc là, il s'agira, en fonction des objectifs stratégiques, de déterminer quels sont les objectifs spécifiques, donc les objectifs plus actionnables, qu'on va vouloir mettre en œuvre, et également comment ceux-ci vont se traduire ensuite au niveau des différents secteurs ou clusters, quels vont être les indicateurs qui vont mesurer notre succès ou notre progrès, ou le fait qu'on rencontre des obstacles en cours de route, et prioriser. Donc là, par prioriser, on ne parle pas de ce qui va être inclus ou non inclus dans la réponse, mais vraiment plus dans quel ordre est-ce que les choses vont se faire. Est-ce qu'il y a une saison des semences qui va devoir être prise en compte, et que donc les intrants agriculturaux devront être priorisés et faits en premier? Est-ce que les besoins sont beaucoup plus sévères dans une région que dans une autre, et dans quel ordre est-ce qu'on va faire les choses? Et finalement, la dernière étape va être de formuler des projets ou des activités, et de faire
estimer le coût de la réponse. Donc là, différentes méthodologies sont mises en œuvre dans différents pays. Je vous rappelle donc que la première étape au niveau de l'analyse des besoins incluait aussi un accord sur l'approche des coûts. Et là, donc dans cette dernière étape maintenant du plan de réponse, on va utiliser cette approche pour déterminer les coûts de notre plan de réponse. Au niveau de la chronologie, donc cette chronologie est un peu différente selon les pays, selon les calendriers. J'aimerais quand même rappeler un élément qui est important, qui est l'aperçu humanitaire global qui est lancé début décembre par le coordinateur de l'action humanitaire Marc Lowcock. Et ce plan inclut des estimations pour 2021. Et les inputs qu'on attend par rapport à ce plan doivent être soumis par les équipes de pays le 9 novembre, donc c'est d'ici quelques semaines. Pour ces inputs, on peut tout à fait se contenter d'avoir des estimations, mais c'est aussi quelque chose qui est à tenir en compte dans la chronologie qui est présentée. Donc, ce qu'on aimerait maintenant, c'est vous demander à vous tous de nous dire un peu où vous en êtes par rapport à ce calendrier. Donc, on sait effectivement qu'il y a des grosses variations, que certains pays ont déjà fini leur ECHENO, alors que d'autres n'en sont vraiment qu'au tout début du processus. Et ce serait intéressant pour nous de voir comment vous situez par rapport à ces différentes étapes. Donc, on va lancer un sondage pour ça. Alors, du coup, je ne sais pas si moi, je dois aussi répondre au sondage, mais on va dire que non. Et peut-être juste pour clarifier une chose aussi qui est importante, c'est que cette année, beaucoup d'équipes pays sont beaucoup dans des étapes beaucoup moins avancées que les autres pays. Il y a toutes sortes de raisons à ça. Il y a le fait que les plans de réponse au Covid ont demandé beaucoup de ressources. Il y a le fait que, au niveau des équipes, et vous le savez tous sûrement encore mieux que moi, on a des gros soucis, que ce soit au niveau des ressources humaines, de la communication, de se retrouver avec les partenaires, et que donc ceci aussi retarde le processus. Au niveau de la guidance qui vous est donnée aussi de la part d'OCHA, clairement, il y a des retards cette année qui ont été dus à la situation, au fait que des consultations étaient beaucoup plus compliquées, et aussi que des accords sur certains aspects techniques étaient aussi problématiques à résoudre cette année. Donc effectivement, nous, ce qu'on voit, c'est que pas mal d'équipes vont probablement finir le processus beaucoup plus tard que les autres années, malheureusement. Je ne sais pas où on en est là par rapport au sondage. 35% de vote. Je vous invite à voter si vous avez envie. On va fermer voilà, dans quelques secondes. Je pense que bon, on peut fermer maintenant. Il n'y a pas forcément de honte à en être aux premières étapes du processus. On sait très bien que cette année, c'est compliqué pour tout le monde. D'accord, donc là, ce qu'on voit, c'est effectivement que la majorité des personnes qui ont répondu en sont à l'étape 4 ou 5, ce qui est intéressant et ce qui est réjouissant aussi, parce que d'après les retours que nous, on a au niveau de OCHA, on a parfois l'impression que ça se passe beaucoup plus mal que ça. Donc, je suis contente de voir qu'on en est, que la plupart des équipes de pays sont quand même relativement avancées. Certaines équipes ont aussi décidé de faire partie du processus des plans de réponse relativement tard dans l'année. Je pense en particulier au Mozambique, au Zimbabwe, au Pakistan, où la décision a été prise il y a juste 1 ou 2 semaines. Donc, effectivement, eux en sont encore vraiment à l'étape 1 ou à peine. Mais c'est réjouissant de voir quand même qu'au niveau de la majorité des équipes, on est déjà quand même bien avancé, et en tout cas, on est soit à la fin du ECHENO, soit déjà au début du processus du plan de réponse. Ça, c'est excellent.
Je vais maintenant vous présenter assez rapidement la structure des plans de réponse. Donc, comme vous le voyez, il y a relativement peu de changements dans le sommaire qui est demandé. Et les plans de réponse s'appuient donc essentiellement sur les HNO pour tout ce qui est données probantes, l'analyse de la magnitude de la crise, identifier les besoins les plus pressants. Et c'est ces besoins vraiment qui forment l'ossature du plan de réponse, qui est effectivement un outil de guidance pour l'équipe de pays en ce qui concerne la réponse humanitaire, mais qui est évidemment aussi un aspect de mobilisation des ressources qui est important. Donc pour ceux d'entre vous qui ont déjà participé à ces processus, vous pouvez voir qu'il y a relativement peu de changements. Il y a une grosse section d'annexes qu'on demande par rapport à l'analyse de la réponse, que ce soit aussi des chiffres de planification par secteur et zone. Les dernières annexes sont un peu des annexes standards. Que se passe-t-il si nous ne répondons pas? Comment contribuer? Mais au-delà, on continue avec une structure en 3 parties avec un résumé, une section 1 qui est vraiment une section intersectorielle, et on a essayé de mettre un peu plus d'accent que d'habitude sur cette partie intersectorielle, et ensuite des sections une section de suivi de la réponse, et ensuite les objectifs réponse sectorielle et le plan de réponse des réfugiés, qui a une structure en général similaire au plan de réponse sectorielle. Je vais m'arrêter là. On va voir, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie de la présentation? Ou des commentaires, des plaintes envers OCHA sont les bienvenus aussi, et il y en a sûrement. Je suis à votre disposition. Et comme nous sommes en petit comité, n'hésitez pas à vous démuter pour justement parler à haute voix. Des questions ou commentaires? Je ne vois pas de main levée. Sinon, sachez juste aussi que je serai aussi à disposition après la présentation par email ou d'autres moyens s'il y a d'autres questions qui viennent dans la suite de la présentation ou même dans le futur. Il n'y a aucun souci. Super. Un grand merci Isabelle. Et maintenant, je vais passer la parole à Angeline pour la continuation. Ok, super. Merci beaucoup Isabelle pour cet aperçu, pour vraiment avoir une vue plus globale du processus. Donc moi, je vais surtout parler du processus du plan de réponse humanitaire pour le secteur de la nutrition, pour les clusters nutrition et aussi par rapport à l'intégration des considérations majeures, des thèmes transversaux. Donc voilà, donc on a élaboré ce tableau dans cette diapo pour illustrer les étapes 5 à 7 du cycle de programme humanitaire et les différents résultats qui sont associés à ces étapes au niveau du cluster et au niveau intercluster. Donc vraiment pour réitérer qu'au niveau cluster, le processus il se veut aussi participatif que possible. Donc c'est vraiment important d'inclure tous les membres du cluster au processus. Donc par exemple pour certains travaux spécifiques, par exemple l'élaboration du plan, proprement dit la budgétisation, on peut travailler en plus petit comité, on peut faire ça au niveau par exemple du groupe de conseil stratégique et après présenter les ébauches au groupe plus large. Ou certains clusters préfèrent travailler directement avec leurs partenaires si c'est un cluster qui n'est pas très grand au niveau des partenaires. Donc la première étape de l'analyse de la réponse qui correspond à l'étape 5 du cycle de programme humanitaire prend donc l'analyse de l'aperçu des besoins humanitaires et prend cette analyse pour déterminer la portée de la réponse.
Donc, on prend en compte les aspects comme la sévérité de la crise, les projections, les causes sous-jacentes et bien entendu, comme Isabelle l'a déjà mentionné, les priorités qui sont exprimées par les populations affectées elles-mêmes. Et donc, cette analyse, elle aboutit à la formulation d'objectifs stratégiques intersectoriels et de populations cibles et de localisation géographique pour le plan de réponse humanitaire. Donc, au niveau cluster, ça se passe donc par une priorisation. Et pour appuyer ce type d'exercice, on peut travailler avec des matrices de priorisation, des cartes de priorisation, donc pour établir la priorisation géographique ou la priorité d'intervention ou de groupe cible, et donc en discuter au niveau cluster et avec les partenaires. Donc la deuxième étape de l'analyse de la réponse, c'est le développement d'objectifs intersectoriels et sectoriels pour chacun des objectifs stratégiques. Et donc ces objectifs sont complémentaires et ils doivent contribuer à l'atteinte des objectifs stratégiques du plan de réponse humanitaire global. Donc c'est une activité qui est surtout au niveau intercluster, mais les équipes du cluster peuvent y contribuer aussi en discutant au niveau du cluster de la gamme d'interventions possibles qui pourraient contribuer aux objectifs stratégiques. La troisième étape de l'analyse de la réponse, c'est donc de passer en revue la pertinence. Donc, est-ce que ça répond au mieux aux besoins humanitaires et la faisabilité, si c'est vraiment possible de manière opérationnelle. Donc, par exemple, en termes de pertinence, on peut souligner les aspects life-saving des interventions nutritionnelles comme la prise en charge, ou pour la faisabilité, on peut essayer d'analyser l'accessibilité aux centres de prise en charge pendant la saison des pluies, par exemple. Donc, les différentes interventions et les modalités d'intervention sont passées en revue en définissant qui est ciblé par quoi et pour chaque objectif stratégique et où pour chaque objectif stratégique. Et ça se fait au niveau cluster, mais aussi au niveau intercluster pour vraiment établir des synergies de réponse. Ça peut passer par le biais souvent d'un atelier selon les pays. Et vraiment, on voudrait arriver à l'affinage des cibles géographiques et de population pour chaque type d'intervention. Et donc, la quatrième étape, qui correspond donc à l'étape 7 du cycle de programme humanitaire, c'est se mettre d'accord sur l'articulation de la réponse de manière générale, sur la base des analyses sectorielles, et donc de valider les objectifs stratégiques et spécifiques. Donc, on finalise aussi les approches intersectorielles, comme par exemple dans beaucoup de pays, on voit beaucoup l'émergence des stratégies WASH et NUT, donc vraiment les activités WASH au niveau des centres de prise en charge. Il y a même des pays qui sont vraiment très avancés sur le développement de paquets minimum d'activités sensibles à la nutrition. Donc de vraiment élaborer ça pour des zones géographiques très spécifiques. Donc on prend en compte ces aspects-là dans cette étape. Et aussi, on identifie les indicateurs qui vont permettre de faire le suivi de ces objectifs et de ces activités. Donc, au niveau cluster, ça implique donc de développer le plan de réponse du cluster nutrition proprement dit, vraiment l'aspect sectoriel de la réponse nutritionnelle et l'identification des objectifs du cluster. Et aussi, on a l'aspect de quantification du nombre de personnes ciblées pour le cluster nutrition. Et donc, au niveau intercluster, c'est le même processus. Donc, on est en train de finaliser les objectifs intersectoriels et spécifiques. On est aussi en train de faire la quantification du nombre de personnes ciblées pour la totalité du plan de réponse humanitaire. Et on est en train de faire l'identification des indicateurs pour suivre à la fois les objectifs stratégiques et les objectifs spécifiques. Donc, il y a vraiment une emphase sur la priorisation pour vraiment s'assurer que les efforts sont focalisés sur les personnes les plus affectées. Et comme Isabelle l'a déjà dit, il y a aussi cet aspect de séquençage de la réponse, donc de vraiment s'assurer que les interventions les plus urgentes sont mises en place en premier.
Il y a aussi l'aspect de complémentarité, donc que les interventions soient pas mises en œuvre de manière isolée, mais dans la mesure du possible, fassent partie d'un paquet minimum d'interventions. Donc je pense qu'on peut passer à la prochaine diapo. Donc ça peut paraître peut-être assez lourd comme processus, mais il y a quand même beaucoup d'outils qui ont été développés pour vous aider, pour vous guider, hein, que ce soit pour les processus au niveau intercluster ou au niveau sectoriel. Donc on a les guides d'OCHA qui ont été développés pour 2021. Avec des directives complémentaires sur la priorisation et l'analyse de la réponse. Il y a aussi le guide étape par étape révisé, ainsi que les nouvelles maquettes pour le plan de réponse proprement dit. Donc, juste pour attirer votre attention, il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà ce document, mais la checklist qui a été développée par le GNC pour les équipes de coordination de cluster, donc actuellement seulement disponible en anglais, mais en cours de traduction. Et donc il fournit des directives assez concrètes sur l'élaboration du plan de réponse et les aspects d'intersectorialité. Et ce document aussi fournit beaucoup de différents liens vers d'autres outils qui pourraient vous être utiles. Et juste pour mentionner, on est en train de développer aussi au niveau du GNC une checklist d'assurance qualité pour le plan de réponse humanitaire qu'on peut utiliser pour que ça soit dans la phase développement, mais aussi après, par la suite, pour s'assurer que la nutrition est suffisamment prise en compte dans le plan de réponse humanitaire. Ok, donc cette diapo, c'est vraiment pour illustrer le plan de réponse du cluster, donc la troisième étape du plan de réponse humanitaire, l'étape 7 et 8 du cycle de programme humanitaire. Donc, ça décrit vraiment comment la réponse nutritionnelle va contribuer au plan de réponse humanitaire global. Donc, cette partie, elle est soit développée par, comme je l'ai dit, par le groupe de conseil stratégique du cluster et donc soumis aux partenaires, ou si le cluster est assez petit, dans certains pays, c'est développé directement avec les partenaires. Donc, cette diapo, elle illustre vraiment les différentes parties du plan de réponse sectoriel attendu dans le plan de réponse humanitaire. Pas de changement majeur avec la maquette 2020. Donc, juste pour garder en tête que le plan sectoriel, il ne doit pas dépasser 2 pages normalement, dans la plupart des contextes. Donc, il faut vraiment essayer d'être le plus bref et le plus concis possible, tout en essayant d'inclure le maximum d'éléments clés et de détails. On sait que c'est pas évident. Il y a vraiment donc cette première partie en haut où on a le nombre de personnes dans le besoin et le nombre de personnes ciblées, avec la budgétisation, les ressources qui sont demandées pour la réponse nutritionnelle. Après, on a vraiment la partie objectifs, hein, donc les objectifs nutritionnels qui sont basés, bien entendu, sur l'aperçu des besoins humanitaires, toute cette première étape qui s'est faite. Et aussi, on a donc l'emplacement géographique, les questions transversales. Après, on a la deuxième partie, vraiment le texte qui est lié à la réponse, vraiment les aspects programmatiques, donc les sous-groupes qui seront ciblés, les zones géographiques, donc le nombre de personnes ciblées qui sont dans la mesure du possible ventilées par sexe, âge et handicap. Et là, on va vraiment discuter des principales stratégies et modalités de réponse. Donc, par exemple, aussi, si on va inclure les aspects de transfert monétaire, si c'est une stratégie que le cluster va utiliser, que ce soit de manière sectorielle ou intersectorielle, c'est bien de le mentionner ici. Ici aussi, on va parler des liens possibles entre la réponse humanitaire et les actions de développement qui sont en cours dans le contexte. On va aussi parler des adaptations en vue du Covid, dans cette partie-là. Et on va vraiment essayer de mettre en évidence les activités intersectorielles et vraiment quels sont les liens spécifiquement pour les différents clusters,
comment ces liens vont se faire, dans quelle zone géographique, quels sont les mécanismes de référencement, ce qu'on peut inclure par rapport à ça, il faut le mettre ici. On va aussi bien entendu inclure le coût de la réponse, parce qu'il faut bien entendu que la réponse nutritionnelle soit budgétisée, qu'on ait une estimation des coûts pour tout ça. Et on a l'aspect de suivi, de monitoring, donc d'avoir vraiment des indicateurs qui soient vraiment très pertinents pour pouvoir suivre ces objectifs sectoriels qu'on a développés. Donc, on va tenir compte, bien entendu, de différentes sources de données nutritionnelles, que ce soit les données de routine, que ce soit les enquêtes, les évaluations de partenaires. Donc, tout ça, ça va rentrer en compte pour l'aspect de suivi aussi. Prochaine diapo. Donc voilà, ça c'est juste une diapo pour illustrer, comme je l'ai dit, il faudrait vraiment bien mentionner si votre cluster est en train de mettre en œuvre des approches basées sur les transferts monétaires, que ce soit au niveau sectoriel, vraiment spécifique à la nutrition, ou si c'est des transferts monétaires qui sont intersectoriels. Pour ça, j'attire votre attention sur le webinaire qui a eu lieu, il me semble c'était déjà la semaine dernière, sur la note que le GNC a développé dans ce sens, sur les évidences et sur les directives sur l'utilisation des transferts monétaires pour la nutrition dans les situations d'urgence. Donc n'hésitez pas à consulter ces directives et vous rapprocher du GNC si c'est quelque chose que vous êtes en train de considérer, si vous avez besoin d'appui dans ce sens. Je pense que voilà, la prochaine diapo aussi, c'est juste pour illustrer les aspects de Nexus. Donc vraiment, est-ce que le plan tient compte des activités de préparation aux urgences, le relèvement précoce, la transition. Une bonne idée, c'est de discuter des domaines de convergence avec les équipes de pays SUN qui sont dans la plupart de vos pays respectifs. Donc de voir vraiment s'il y a des aspects sur lesquels le cluster et l'équipe SUN peuvent collaborer. Vraiment tout ce qui est renforcement au système, à la gouvernance, tous ces aspects-là, la coordination. Et voilà, et élargir ces discussions de Nexus avec vraiment peut-être dans un premier temps même avec des clusters clés comme la WASH, la sécurité alimentaire, la santé, pour vraiment avoir des systèmes de santé et des systèmes alimentaires qui soient résilients. Voilà, donc il y a aussi les aspects Covid, il ne faudra pas oublier cette année, bien entendu, c'est vraiment quelque chose qui nous touche tous. Donc c'est vraiment à partir de 2021, ça sera identifié le Covid-19 comme une vulnérabilité, donc traité dans le cadre des plans de réponse humanitaire respectifs. Donc, il faut vraiment essayer d'articuler quel est l'impact du Covid et comment le secteur va y répondre. Et pour cela, aussi, le GNC et le GITAM a développé beaucoup de différentes directives pour vous appuyer dans ce sens, que ce soit en termes des adaptations pour la coordination dans les situations de pandémie comme le Covid, les adaptations programmatiques, que ce soit au niveau de l'ANGE, au niveau de la prise en charge, au niveau des systèmes d'information nutritionnelle. Il y a aussi des directives pour tout ce qui est questions transversales et aussi la collaboration intersectorielle. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous ne les avez pas reçus, si vous avez besoin de discuter de certains éléments spécifiques, programmatiques, des adaptations programmatiques spécifiques. On est là vraiment pour vous appuyer avec ça ou vous référer vers les personnes appropriées. Ok, voilà, bon, je vais passer la parole à Victoria pour les 2 prochaines diapos. Parfait. Donc, par rapport à l'estimation du nombre de personnes ciblées, donc nous avons déjà vu pour l'estimation du nombre de personnes dans le besoin, en fait, ce nombre de personnes ciblées, c'est un sous-groupe de notre PIN, de notre nombre de personnes dans le besoin. Donc, il faut regarder
justement par rapport à votre plan de réponse du cluster, quel est le nombre de personnes ciblées qui va représenter non seulement les sections sectorielles, mais aussi intersectorielles de votre plan de réponse humanitaire. Donc, en gros, nous sommes en train d'identifier par rapport à notre HNO, donc notre PIN, qui seront les bénéficiaires éligibles et quels seront ces critères d'éligibilité pour justement identifier l'estimation du nombre de personnes ciblées. Vous voyez bien que, encore une fois, ces cibles doivent être ventilées par âge, sexe et handicap afin de déclarer les décisions sur la programmation et de faciliter le suivi et surtout le plan de suivi. Je vous tire l'attention vers, donc il y a les directives que j'avais développées en collaboration avec de nombreux collègues du GITAM qui vous aident maintenant pour ce PIN, l'estimation du PIN, mais vous avez aussi cet outil de calcul du caseload, donc le PIN aussi, on appelle ça le caseload, c'est le PIN, qui vous aide notamment un peu plus en détail par rapport à cette estimation de personnes ciblées, mais aussi par rapport aux fournitures et d'autres aspects à prendre en compte pour cette estimation. Généralement, nous avons aussi, c'est important de prendre en compte que l'estimation du nombre de personnes ciblées, ce n'est pas seulement une question de ressources et de capacité opérationnelle, mais c'est vraiment essayer de le baser sur le besoin. Et généralement, nous avons par exemple pour les standards SPHIR, pour la malnutrition aiguë, il y a des standards qui existent à l'échelle globale. Donc, généralement, nous essayons d'atteindre le plus possible vers 100% de notre nombre de personnes ciblées. Pour la malnutrition aiguë, généralement, nous visons au moins 50% dans les zones rurales, 70% dans les zones urbaines et 90% dans les camps. Donc, voici quelques informations de plus. Encore une fois, il y a tout un tableau expliquant les différentes définitions entre ciblé, atteint, couvert, en besoin dans les directives les directives pour l'analyse des besoins humanitaires en matière de nutrition. Donc, je vous invite à survoler ces documents-là. Pour le plan de réponse, tout ce qui est suivi, donc c'est très important que votre plan de réponse humanitaire comprend aussi de l'information sur votre plan de suivi, quels seront les systèmes que vous allez mettre en place et les indicateurs. Il y a aussi, depuis cette année, bien sûr, encore une fois, de ces nouvelles directives, il y a ce fameux tableau 1 avec une liste d'indicateurs recommandés pour l'analyse de la situation nutritionnelle. Donc ça peut être un point de début, un point de départ pour regarder quels sont des indicateurs qui pourront vous aider pour l'année prochaine par rapport à votre analyse de la situation nutritionnelle, mais aussi dans le même outil que sûrement plusieurs d'entre vous est en train d'utiliser pour les calculs PIN. Vous avez un registre d'indicateurs, donc vous voyez bien le deuxième onglet qui vous illustre de nombreux indicateurs par rapport à vos programmes. Donc ça, c'est une liste très compréhensive de tous les indicateurs que vous pouvez prendre en compte. Et vous pouvez aussi regarder ce Tips Guide que nous avons montré auparavant, qui vous donne aussi de nombreuses considérations à prendre en compte par rapport à votre plan de suivi. Il y a aussi un petit tutoriel de 10 minutes qui vous explique aussi ce cadre de suivi qui se trouve dans le checklist pour les
managers d'information, les IM. Et ça aussi, ça vous aide à comment mieux faire le suivi par rapport à votre plan de réponse qui devrait être développé et encore une fois, avoir un consensus de tous les partenaires qui sont impliqués dans le développement non seulement de l'analyse des besoins, mais aussi de ce plan de réponse. Il faut aussi noter que souvent, donc voici un modèle, une maquette que vous pouvez utiliser, mais souvent à l'échelle pays, OCHA a déjà une maquette qui a été ajustée au contexte pays. Donc, il vaut mieux regarder et voir avec vos collègues OCHA s'il y a déjà une maquette en place qu'il vaut mieux utiliser. Sinon, s'il n'y en a pas, vous pouvez bien sûr utiliser les maquettes que je suis en train de vous montrer ici. Et finalement, dans plusieurs contextes, il n'y a pas de système de projet sur ligne. Donc, dans ce cas, nous vous recommandons que l'équipe de cluster essaye de voir comment consolider toute l'information des différents projets des partenaires impliqués, peut-être consolider dans une base de données pour justement faire ce suivi à l'échelle nationale. Avec ceci, je vais repasser la parole à Angeline par rapport à la budgétisation. Ouais, donc la budgétisation de la réponse, ça aussi, c'est quelque chose qui est assez complexe. Donc, on voudrait juste lancer un petit sondage à nouveau pour essayer de comprendre. Donc, dans votre contexte dans lequel vous travaillez, comment se fait la budgétisation du plan de réponse humanitaire pour la nutrition? Donc, dans certains pays, il y a la budgétisation qui se fait par activité nutritionnelle, donc des coûts standardisés sont développés pour chaque intervention nutritionnelle, que ce soit la prise en charge, que ce soit la sensibilisation ANGE. Dans d'autres pays, il y a la budgétisation par projet, donc chaque partenaire élabore son projet, le met directement en ligne sur OPS et la totalité de ces projets, la totalité de ces différents projets est combinée pour avoir un budget global pour la réponse nutritionnelle. Ou dans certains pays, il y a les deux options aussi. Les deux méthodes sont combinées. Donc, à savoir que les coûts spécifiques sont déterminés pour les activités, mais ça n'empêche pas que les partenaires fassent quand même la mise en ligne de leur projet pour permettre un suivi et une traçabilité de ce qui est en train de se faire. Donc, actuellement, j'ai 2 personnes qui ont voté. Peut-être que si on peut avoir encore quelques votes. Ok, super. 4, 5, 6. Ok, merci pour vos contributions. Donc, c'est très intéressant, c'est vraiment 50-50. Donc, oui, c'est vrai que dans certains pays, voilà, ça se fait, par activité, c'est déjà bien avancé à ce niveau-là. Et dans d'autres pays, c'est toujours au niveau de la budgétisation par projet qui est mise en place. Donc ça, c'est intéressant. On va juste passer à la diapo suivante. Donc vraiment, voilà. Vraiment pour les deux méthodes, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux méthodes. C'est vrai que pour le coût par activité, c'est un exercice qui est assez complexe. Il faut quand même standardiser des coûts à travers les différents partenaires et on peut demander à certains partenaires leurs coûts pour essayer de voir comment avoir un coût standardisé. Mais ça permet quand même d'avoir une budgétisation qui est
qui est plus ambitieuse en fait, parce que c'est vraiment par rapport aux besoins plutôt que par rapport à la capacité des partenaires. Quand on fait la budgétisation par projet, c'est vrai que ça permet aussi d'avoir une meilleure traçabilité de ce que les partenaires sont en train de faire, hein, par rapport à leur financement aussi. Mais l'ambition, elle est peut-être un petit peu plus limitée parce que c'est vraiment basé sur la capacité des partenaires. Donc les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les différentes options, n'hésitez pas à nous contacter. C'est vrai que dans certains pays, il y a vraiment eu des directives très claires qui ont été développées là-dessus. Je pense notamment au Sud-Soudan. Donc, on peut aussi parler d'exemples plus concrets si vous souhaitez vraiment qu'on rentre dans les détails. Donc, cette diapo, c'est vraiment juste pour illustrer... Pardon, si tu peux revenir, Victoria. Voilà, ça c'est juste pour illustrer le processus. Donc, on est vraiment là en train de parler de la mise en ligne des projets. Donc, les coordonnateurs de cluster, l'équipe du cluster donnent des conseils aux partenaires pour développer leurs projets et leur budgétisation. Donc, vraiment basé sur le plan de réponse humanitaire. Donc, vraiment pour que les partenaires puissent aligner leurs projets dans la stratégie de la réponse nutritionnelle du cluster. Donc, il y a le développement de projet qui se fait et après, il doit y avoir une étape de vérification de projet au niveau cluster. Donc, il y a souvent un groupe de passage en revue des projets qui se créent au niveau du cluster. Souvent, c'est le groupe de conseil stratégique, mais après, ça peut être élargi. Et les différents projets des partenaires sont passés en revue. On suggère des modifications pour que la stratégie soit vraiment très affinée. Et après, les partenaires font leurs modifications et les soumettent à nouveau. Et il y a une dernière vérification et validation de la part du coordonnateur de cluster. Et après, c'est mis en ligne pour que les bailleurs de fonds puissent les consulter et puissent voir vraiment comment la réponse nutritionnelle est en train d'être soutenue par ces différents projets. Donc, juste pour voilà, le dernier élément de cette diapo, c'est que il y a des directives assez claires pour comment faire ce passage en revue de projet. Et je voudrais aussi souligner que par rapport à la budgétisation par activité, c'est une discussion qui dure depuis quelques ans maintenant. Il y a des directives qui sont presque finalisées au niveau d'OCHA, mais qui ne seront pas disponibles pour ce cycle-là, mais qui seront disponibles pour le cycle 2022. Donc, on ne les a pas finis juste à temps pour ce cycle-là, mais on aura vraiment des directives beaucoup plus spécifiques pour la budgétisation par activité pour le prochain cycle. Ok, donc ça c'est vraiment pour tous les aspects de l'élaboration du plan de réponse humanitaire pour le secteur de la nutrition. Je voudrais aussi discuter des considérations clés des thèmes transversaux. Donc, si je peux avoir la prochaine diapo, voilà. Donc, où et comment intégrer la VBG et le handicap dans le plan de réponse humanitaire. Donc, Victoria, si tu peux faire avancer un petit peu, voilà. Donc, vraiment, il y a beaucoup de différentes portes d'entrée. Que ce soit au niveau des objectifs du cluster, on peut vraiment mettre l'accent sur la sécurité, sur l'accès, sur l'inclusivité, l'abordabilité, l'acceptabilité, la qualité, la dignité. Tous ces éléments-là sont vraiment très importants. Donc, c'est vraiment penser à tous ces... Parce que ces différents éléments impliquent différentes activités aussi. Donc ça aussi, il faut tenir ça en compte. Au niveau du calcul du nombre de personnes dans le besoin et de la cible, il faut vraiment ventiler les données au minimum par âge, sexe et handicap. Donc vraiment pour les actions prioritaires, il y a déjà l'aspect ne pas nuire, do no harm. Et l'aspect de réduire les risques de VBG et répondre vraiment aux besoins particuliers des personnes handicapées, des femmes et des filles. On va voir un petit peu comment élaborer ces activités, mais vraiment, c'est vraiment dans
l'idée, c'est vraiment l'implication, hein, c'est vraiment de voir comment on peut consulter les femmes et les filles et les personnes handicapées de manière plus appropriée, que ça soit vraiment un processus qui soit plus inclusif. Et vraiment, c'est très critique aussi, c'est les barrières d'accès. Alors ça, c'est vraiment l'outil d'analyse le plus pertinent pour tous les thèmes transversaux, c'est les barrières d'accès et comment travailler sur ces barrières d'accès. Et ça peut se faire au niveau sectoriel, mais ça peut se faire au niveau en collaboration avec d'autres partenaires, notamment la WASH, ils ont beaucoup développé les audits de sécurité. Donc ça aussi, c'est intéressant de vous rapprocher au niveau intercluster des autres partenaires, des autres collègues d'autres clusters pour essayer vraiment d'agir sur ces barrières. Donc bien sûr, ça implique aussi une budgétisation, donc pas oublier d'inclure des budgets pour l'atténuation des risques de VBG et l'inclusion du handicap selon les activités prévues. Donc ça aussi, c'est vraiment d'en faire le plaidoyer aux partenaires parce que l'idéal, c'est qu'ils l'incluent dans leur projet directement. Comme ça, c'est fait dans pas mal de pays, ou vraiment avoir une organisation qui soit le point focal, qui soit le lead au niveau du cluster pour certains aspects, lead VBG, lead handicap, ça aussi, ça peut exister. Et il y a aussi l'aspect suivi, donc d'avoir des indicateurs spécifiques liés à l'accès sûr et digne et de réduire les risques et améliorer la sécurité. Donc, tout ça pour atteindre les objectifs du cluster. Prochaine diapo. Donc voilà, on est vraiment en train de prôner une approche à deux voies. Donc, il y a l'approche intégrée. Donc, les programmes nutritionnels sont conçus pour qu'il y a l'accès, pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. Qui soit accessible aux personnes handicapées, qui soit accessible aux survivantes de la VBG. Donc ça, c'est vraiment de travailler sur les barrières d'accès et d'utilisation. Et donc là, on désagrège les indicateurs par sexe, par âge et par handicap. Et aussi, il peut y avoir, bien entendu, des actions plus ciblées, donc des programmes nutritionnels qui répondent vraiment aux besoins individuels de ces personnes. Donc vraiment avoir des modifications programmatiques par rapport à la sensibilisation, par rapport à l'infrastructure, les communications, comment communiquer avec les personnes malentendantes par exemple, comment s'assurer que les emballages soient faciles d'utilisation pour les personnes qui sont handicapées. Donc tout ça, c'est aussi à tenir en compte et avoir des indicateurs qui soient qui correspondent aussi à ces actions qui soient plus ciblées. Ok, donc la prochaine diapo aussi, c'est voilà, ça c'est vraiment juste des diapos pour avoir des conseils pratiques pour tenir compte du handicap. Donc que ce soit au niveau de la participation, donc vraiment impliquer les personnes handicapées dans la conception de la réponse humanitaire, de la réponse nutritionnelle. Et vraiment, ça c'est très important par rapport à tout ce qui est redevabilité aux personnes affectées, c'est d'avoir des systèmes de feedback et de plainte qui soient accessibles aussi aux personnes handicapées. Donc par rapport aux options de réponse, donc bien entendu, c'est d'avoir des réponses qui atteignent les personnes affectées qui soient marginalisées et isolées, mais aussi avoir ces services de nutrition qui répondent aux critères d'accessibilité, donc que les personnes puissent les atteindre, que les personnes puissent y entrer vraiment physiquement, que les personnes puissent circuler dans les services de nutrition et les utiliser aussi. Donc il y a tous ces aspects d'accessibilité qui sont importantes à prendre en compte. Et vraiment, ça implique aussi un renforcement des capacités du personnel de première ligne nutrition. Voilà, je vais peut-être passer à la prochaine diapo parce que je suis assez consciente du temps. Je pense qu'on n'aura peut-être pas... voilà, ça c'est juste pour indiquer que... Donc en 2000, en fait c'est 2020, c'est pas 2019, 2020. Il y a seulement eu 4 pays qui ont vraiment inclus la mitigation des risques de VBG dans leur plan de réponse humanitaire. Donc on fait le plaidoyer aujourd'hui pour que cet aspect soit inclus dans les plans de réponse humanitaire. Il y a vraiment des aspects assez
qui sont pas onéreuses en fait pour inclure dans le plan de réponse qu'on peut envisager, qui sont tout à fait faisables, pour lequel on a déjà développé beaucoup d'outils. Donc, Victoria, si tu peux peut-être avancer, voilà. On va mettre tout. Donc, dans un premier temps, si vous avez déjà, dans votre aperçu des besoins humanitaires, si vous avez déjà fait une analyse des risques et des barrières pour la VBG en lien avec la nutrition, si c'est déjà inclus dans votre HNO aperçu des besoins humanitaires, donc il faudra inclure dans le plan de réponse au moins une stratégie de réponse et un indicateur. Et inclure aussi une stratégie de réponse d'atténuation des risques. Donc, par exemple, si vous avez un cas de figure où il y a les femmes qui ne peuvent pas accéder aux services de nutrition parce que leur mari n'approuve pas, donc l'idée, ça serait de mettre en place des sensibilisations spécifiques sur la nutrition pour les hommes et les leaders communautaires. Après, si vous êtes dans un cas de figure où vous n'avez pas eu de données disponibles sur les risques et les barrières de VBG en lien avec la nutrition, si ça ne s'est pas fait au niveau du HNO, il faudrait inclure au moins une réponse et des indicateurs standards d'atténuation des risques de VBG. Donc, comme je l'ai dit, il y a des actions très concrètes qu'on peut inclure très facilement. Et on peut aussi combler les lacunes de données. Donc, on peut faire des audits de sécurité ou inclure juste une ou deux questions sur les obstacles au service de nutrition dans les enquêtes ou évaluations. Donc, voilà, on va passer à la prochaine diapo. Donc vraiment, par exemple, des mesures standards d'atténuation des risques de VBG, c'est vraiment deux actions clés. C'est la formation des agents de nutrition de première ligne en divulgation et référence des cas de VBG. Donc pour ça, il faudrait vous rapprocher de votre référent VBG au niveau intercluster qui peut vous aider à développer une formation pour ces agents de nutrition. Et ça, c'est vraiment quelque chose à promouvoir au niveau du cluster. Et le deuxième aspect, c'est l'audit de sécurité. Donc, qu'il soit multisectoriel, mis en œuvre avec d'autres clusters ou spécifique à la nutrition, c'est tout à fait faisable de le faire. Et c'est vraiment pas très coûteux. Et on a déjà beaucoup d'outils qui sont développés dans ce sens. Notamment l'outil du Sud-Soudan, pardon, si tu peux revenir Victoria, qui est souligné ici. Donc voilà, on a vraiment des indicateurs très concrets par rapport à l'atténuation des risques de VBG, que ce soit au niveau des audits de sécurité du personnel formé ou même au niveau résultat, le pourcentage de femmes et de filles qui se sentent en sécurité quand elles vont au service de nutrition. Donc il y a des différents outils ici. Je vous invite vraiment à les parcourir. Ils sont surtout les directives VBG là qui sont en mauve sont vraiment très concrètes et explicites. Ok, on va passer à la prochaine diapo. Il y a aussi l'aspect redevabilité aux personnes affectées qu'il ne faudra pas oublier. Dans le plan de réponse du secteur de la nutrition, on a nos directives du GNC dans ce sens. Et ça, c'est vraiment important de voir dans quelle mesure aussi, vraiment si ça a déjà été inclus au niveau du HNO aussi, l'aperçu des besoins humanitaires, ça sera facile de développer des stratégies de réponse, mais il y a aussi différentes activités qu'on peut mettre en œuvre, même si cet aspect n'est pas suffisamment étoffé dans l'aperçu des besoins humanitaires. On peut aussi considérer certaines actions clés par rapport à la redevabilité qui peuvent être inclus par les partenaires. Voilà, je pense que si tu peux passer à la prochaine diapo, Victoria. En fait, avant de passer, on avait quelques questions avant de se lancer dans notre petit exercice de discussion. De la part des collègues de la RDC, la question est comment peut-on inclure des indicateurs si nous ne sommes pas sûrs que les capacités actuelles des partenaires permettent de reconnaître les handicaps, et comment peut-on former nos partenaires à reconnaître
les différents handicaps. Oui, non, non, je comprends, oui, tout à fait la préoccupation. Merci Kevin, c'est un très bon point. Bon, c'est toujours un peu la même chose, hein. En fait, il faut commencer quelque part, donc il faut commencer à lancer le débat. Il faut commencer à essayer de voir comment voilà, il faut vraiment se rapprocher au niveau intercluster, hein, parce qu'il y a des points focaux qui peuvent aider dans ce sens-là, qui peuvent vraiment faire des formations aux partenaires du cluster sur comment intégrer le handicap, comment les différents groupes peuvent être considérés dans le plan de réponse, comment les différents handicaps peuvent être identifiés. Et peut-être aussi essayer de voir comment ces aspects-là peuvent être intégrés dans le système de rapportage existant. Donc, il faut, à mon avis, pas commencer avec un système, bien entendu, trop lourd, mais essayer de voir s'il y a, même si ce n'est pour collecter certaines informations sur le nombre de personnes malentendantes, par exemple, qui accèdent aux services de nutrition, ou vraiment essayer de commencer étape par étape et essayer d'en discuter au niveau intercluster pour voir quelle serait la meilleure stratégie pour commencer à essayer de récolter ces données. Le service de protection nous aide pour le HNE. Peut-être que ça peut être intéressant comme approche. Oui, tout à fait. Oui, pardon. Alors ça c'est Kevin ou c'est Khalil ou c'est Kevin qui pose la question? C'est juste les collègues de la RDC. Ok, Kevin, ok. Peut-être que nos collègues dans les autres bureaux, ça peut être... Ouais. Oui. Donc, c'est vrai qu'il faut se rapprocher également de la protection. Comme je l'ai dit, pour les audits de sécurité, vraiment, c'est à faire au niveau intersectoriel aussi, hein. Il y a beaucoup d'informations qui sont déjà collectées par d'autres clusters, hein. Il faudrait vous rapprocher aussi de la WASH pour essayer de comprendre comment les aspects d'insécurité affectent l'accès aux services de nutrition. Au niveau du cluster santé aussi, je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'informations par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très onéreux et qui peut être mis en place assez facilement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou passons peut-être maintenant à un exercice de discussion? Je ne vois pas s'il y a des mains levées. Non, d'accord. Donc, nous allons ensuite nous allons commencer un petit exercice de discussion sur comment nous pouvons mieux aborder les thèmes transversaux dans nos plans sectoriels. Donc là, ce que nous avons, c'est quelques activités et indicateurs qui sont associés. Donc ça, c'est par rapport à la redevabilité aux populations affectées. Donc j'aimerais avoir peut-être, on peut avoir une petite discussion. Donc vous pouvez enlever le muter, le démuter, par rapport à la pertinence et faisabilité. Donc, je vous laisse quelques minutes pour survoler ces activités et les indicateurs associés. Et nous pouvons ensuite discuter par rapport à la pertinence et la faisabilité. En fait, ça serait très intéressant de savoir si déjà ces activités sont mises en œuvre par les partenaires, s'il y a déjà des partenaires qui travaillent là-dessus. Aussi, pour ma part, moi je trouve ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de comprendre quels seraient les mécanismes de redevabilité et de consultation pour des personnes ou des populations qui sont moins lettrées, hein. Donc vraiment parce que pour moi, ce qui est clé, c'est d'essayer de comprendre comment les mères perçoivent les services de nutrition. Ça, c'est vraiment très, très important. Et comment on arrive à capter ce feedback, comment on arrive à mieux comprendre leurs besoins et leur point de vue sur la délivrance de ces services, en fait. Ok.
Ok, donc ça c'est super. Donc Khalil, le point 2 est déjà disponible dans les structures de santé où il y a un partenaire. Il y a une ligne verte qui a été mise en place aussi. Ok, super. Est-ce que Khalil, la ligne verte, elle est spécifique à la nutrition ou est-ce qu'elle est intersectorielle? Oui, bonjour. En fait, c'est pas Calice, c'est Kevin. Mais Bonjour Kevin. en fait, oui, on est sur le même ordinateur parce qu'on est en formation, c'est pour ça. Pas de souci. Euh, non, c'est pas spécifique à la nutrition, c'est pour tout le monde. Donc, c'est une ligne verte qui a été mise en place. Alors, c'est pas encore totalement opérationnel, mais en principe, bientôt, le fonds communautaire va l'exiger que ça soit dans les projets. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ouais, ça c'est très intéressant. Est-ce que ça a pris longtemps pour la mettre en place? Parce que ça, c'est souvent les partenaires, les collègues me demandent ce type de... Parce que c'est fait au niveau intersectoriel, n'est-ce pas? Oui, c'était au niveau intersectoriel et tout. Il y avait une personne à UNFPA, c'était un consultant qui avait été là. Moi, j'étais arrivé en juin 2019. Je crois qu'on a commencé en juillet 2019 les discussions. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps et c'est difficile aussi à mettre en place quand même. Ouais. Oui, surtout oui, quand c'est harmonisé au niveau intersectoriel, c'est pas toujours évident pour se coordonner et surtout aussi parce que bon, bien entendu, c'est très important d'avoir une ligne verte, mais après, c'est comment traiter des plaintes aussi et du feedback. Le système La de gestion des plateforme, ouais. plaintes, c'est ça qui est aussi très, très important parce qu'il faut vraiment avoir une redevabilité. Ça sert à rien que les gens fassent leur feedback s'il n'y a pas d'action derrière. Ça, c'est aussi important. Je vois qu'Ibrahim a levé la main. Ibrahim, tu souhaiterais prendre la parole? Oui, en fait, c'est par rapport aux indicateurs, aux activités et aux indicateurs. Bon, en fonction des contextes, je pense que certaines activités ne peuvent pas, parce que la première activité qui consiste à faire des affiches d'information sur les services fournis, souvent, quand on a des populations peut-être qui ne savent pas lire, c'est pas évident. Je pense que moi, je proposerais dans notre contexte, peut-être la deuxième aussi, mettre en place des boîtes de plainte dans les centres de traitement nutritionnel. Peut-être ce qui pourrait aller comme activité, c'est que toutes les structures qui interviennent dans le domaine de la nutrition ont un réseau communautaire. Le réseau communautaire, soit souvent c'est des agents de projet ou des relais communautaires qui sont là. Donc on peut peut-être proposer comme activité de créer des groupes de discussion, des focus group de discussion sur comment on appelle ça, le traitement sur les pressions que les femmes ont, peut-être mensuelles ou avec un PV pour que les femmes donnent leur impression sur les femmes qui vont dans les centres de santé, qu'elles donnent leur impression sur la prise en charge de leur structure. Ce serait Oui. peut-être pour chez nous, parce que lorsqu'on met en place la boîte, il faut que la personne puisse lire, on puisse écrire d'abord, lire et écrire comme se plaindre. Mais lorsqu'il y a des groupes, ces groupes, peut-être à travers ces groupes communautaires, ça peut remonter jusqu'au niveau de la structure sanitaire pour que tel village, telle commune, voilà ce qu'ils pensent de prise en charge au niveau de la structure. Donc, c'est en ce sens que je voulais faire. C'est juste une proposition. Oui, tout à fait. Non, non, moi aussi, quand on était en train de discuter de ces activités, c'était une préoccupation aussi que j'avais. Donc oui, non, tout à fait. Je pense que l'aspect focus group, bien entendu, c'est aussi c'est très pertinent. Et des focus group, on en fait déjà tellement dans le secteur de la nutrition, que ça soit pour les activités Ange, que ça soit dans des enquêtes Squeak. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour avoir un petit temps de discussion sur l'appréciation de ces services de nutrition, de ces activités de nutrition. Je pense aussi à quelque chose de plus formalisé aussi. Il peut y avoir aussi des enquêtes de satisfaction. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Donc, vraiment avoir quelque chose de plus structuré avec un questionnaire et des visites dans les ménages pour essayer de mieux comprendre comment les personnes ont vécu l'assistance qu'ils ont reçue. Donc, ça aussi, c'est possible et c'est envisageable. Mais voilà, ça c'est vraiment, on est en train de vous montrer ces activités juste pour essayer de voir comment le cluster peut promouvoir ça avec les partenaires et vraiment
pouvoir rapporter là-dessus aussi, parce que vraiment l'aspect redevabilité aux populations affectées, c'est vraiment de l'intégrer tout au long des différentes étapes du programme, du cycle de programme humanitaire. Donc ça aussi, c'est très important. Je sais pas. Oui. S'il y a d'autres commentaires par rapport à la redevabilité, parce que sinon on pensait passer aussi à d'autres aspects transversaux. Continuons alors. Bien. Donc par rapport, donc en fait c'est exactement, je projette juste différentes parties du même tableau. Donc ici c'est par rapport à l'inclusion des personnes handicapées. Donc voici encore une fois quelques activités que nous avons identifiées auparavant et leurs indicateurs associés. Donc si vous avez des commentaires encore une fois sur la pertinence et la faisabilité ou d'autres options aussi d'activités et d'indicateurs que vous avez déjà inclus ou considérés dans vos plans sectoriels, nous pouvons ensuite lancer cette discussion. Donc là aussi, on a donc l'aspect bien sûr formation. Donc Kevin on a parlé auparavant. On a aussi l'aspect de voir comment les services sont accessibles d'un point de vue infrastructure physique aussi. Mais on a aussi l'aspect beaucoup plus ciblé des interventions nutritionnelles. Et ça, peut-être, c'est moins apparent dans les services de nutrition actuellement, mais peut-être que vous en avez des expériences que vous pouvez partager, mais de savoir s'il y a vraiment des actions de nutrition qui peuvent être mises en œuvre pour des individus en particulier. Je pense notamment par exemple peut-être à des enfants qui auraient du mal à manger à cause de leur handicap ou voilà, des aspects de ce genre-là. Est-ce qu'il y a des collègues qui ont déjà discuté au niveau cluster sur l'inclusion du handicap et comment essayer d'intégrer ça et de l'inclure dans la réponse? Question ouverte. N'hésitez pas à prendre la parole ou simplement dans le chat. Oui, Kevin, je pense que c'est Kevin. Nous, non, en RDC, sur le handicap, on n'en parle pas, on va dire, quasiment au niveau des réunions de cluster. Même au niveau de nos partenaires, on a très peu de remontées, parce qu'ici, souvent, les femmes cachent aussi les enfants avec handicap. Donc, oui. pour vraiment les atteindre, et souvent, nous, ici, en RDC, on a l'approche communautaire est quand même assez faible encore. C'est beaucoup d'approches dans les centres de santé, donc on n'intervient que dans les centres de santé, dans les projets. Donc, on est très limité là-dessus. Pour nous, le handicap, c'est un réel problème. On a zéro donnée, on n'a aucune information dessus. Est-ce que tu penses que c'est un problème? Est-ce que de ton point de vue, est-ce que tu penses qu'il faudrait l'inclure de manière plus forte dans la réponse? Nous, on aimerait l'inclure, mais le problème, c'est qu'on peut se baser sur quoi finalement? On utilise ces fameux 15% qui a été dit au niveau international, mais nous, on n'a vraiment aucune idée. Un RDC, quoi. Même par exemple, quand on fait des sensibilisations de masse, bon, s'il y a des personnes qui sont sourdes, bon, on ne se le sait même pas. Donc, en fait, ces sensibilisations, on ne va pas les atteindre. Ça, c'est assez problématique. Tout à fait. Oui. D'autres collègues qui souhaiteraient contribuer aussi? C'est vrai que je pense que voilà, au niveau des thèmes transversaux, c'est peut-être le thème transversal qui est le plus qui demande encore le plus de directives et d'orientation
par rapport aux autres. On est un petit peu moins avancé sur ce thème-là que sur la VBG ou la redevabilité actuellement. Est-ce que nous passons alors? Nous allons passer alors. Il n'y a pas plus. Bon, vous aurez accès à sa présentation et encore une fois à l'enregistrement. Donc, si ces activités et indicateurs aussi pourraient vous servir, nous allons partager la présentation. Et pour finaliser cette discussion, nous avons aussi identifié quelques activités et indicateurs associés par rapport à la VBG. Et encore une fois, Angeline, en étant plus l'experte ici, je ne sais pas si tu as d'autres... Oui, donc ici aussi, c'est vraiment ce que j'ai réitéré avant. Hein, c'est vraiment on va dire en anglais des quick wins, c'est vraiment des gains rapides. C'est vraiment des exemples très concrets d'activités. Donc, c'est la formation des travailleurs de première ligne sur la référence et la divulgation des cas. Donc, voilà, il faudrait pas hésiter à vous rapprocher de vos collègues VBG pour organiser ce type de formation. Il y a aussi l'aspect audit de sécurité. Hein. Donc, on a, comme je l'ai dit, beaucoup d'outils qui ont déjà été développés par rapport à ça. Et c'est vrai que nous, en tant que secteur de la nutrition, on a beaucoup d'opportunités pour travailler avec des survivantes de VBG. Et on a beaucoup de fenêtres d'opportunités pour atteindre ce groupe, notamment à travers les services de nutrition, mais aussi peut-être dans des situations un petit peu plus intimistes comme les groupes plus restreints, sensibilisation, counseling ange. Ça peut être des moments assez importants pour certaines femmes pour justement se confier sur certains aspects liés à leur protection. Donc ça aussi, c'est vraiment d'avoir cette sensibilisation sur les messages clés VBG par le biais des services de nutrition, c'est aussi quelque chose qui est très pertinent et qui pourrait être facilement inclus, juste si ce n'est un ou deux messages clés qui pourraient être suggérés aux partenaires de nutrition. Il y avait aussi la contribution de Kevin. Est-ce que tu veux bien peut-être élargir un peu plus sur l'introduction l'année dernière d'un code de conduite et comment ça s'est passé? Nous, c'est au niveau intersectoriel. En fait, on avait déjà parlé de mettre cet indicateur du nombre de personnes, d'ONG plutôt, qui font signer un code de conduite au personnel qui va travailler sur le terrain. C'est un code de conduite sur tout ce qui était violence sexuelle et abus. Oui. Et vous avez rapporté sur l'indicateur, c'était... Non, on n'avait pas rapporté sur cet indicateur. C'était déjà une introduction où on voulait faire ça. Et par contre, on n'avait pas du tout introduit cet indicateur. Mais je pense que cette année, on pourrait peut-être introduire pour connaître justement s'il y a beaucoup d'ONG qui ont fait signer ce code de conduite. Parce que par exemple, si au niveau du cluster, on fait souvent des plans de formation de manière consensuelle, collaborative, en collaboration avec le gouvernement. Si on a vraiment prévu de faire ces formations en cascade au niveau des différents personnels des services de nutrition, il faudrait commencer peut-être à discuter aussi de comment inclure peut-être une session sur la VBG en introduction ou discuter avec le point focal VBG pour voir dans quelle mesure la formation pourrait être inclue. Je pense qu'il y a des durées diverses pour ce genre de formation, mais il faudrait essayer de voir dans quelle mesure, surtout peut-être pour des zones, peut-être en discuter avec le point focal VBG, dans des zones où c'est vraiment un problème très, très important. Je pense qu'on sait qu'il y a certains contextes où c'est une problématique majeure. Donc, dans ce cas, essayer de plaider avec les partenaires pour l'inclusion de cet aspect dans leur formation aussi. Oui, pour le moment, nous, c'est qu'au niveau des partenaires, pas encore sur le personnel.
Oui, donc ça c'est la première étape, c'est former le cluster, les partenaires nutrition, et après que ça soit, voilà, qu'il y ait cette cascade au niveau des travailleurs de première ligne, parce que c'est vraiment eux qui vont recevoir les cas au niveau des services de prise en charge. Parfait. Juste conscient du temps que nous avons, peut-être je vais passer ensuite aux dernières diapositives. Donc, juste un petit rappel, encore une fois, par rapport au rôle et responsabilités pour l'élaboration de ce plan de réponse humanitaire. Comme nous avons vu pour l'aperçu des besoins humanitaires, c'est un processus inclusif et consultatif. Donc, on espère que vraiment, on essaye d'inclure tous les partenaires pertinents dans ces discussions et dans l'élaboration de ce plan, mais aussi que les résultats vont aussi adhérer à une qualité acceptable. Comme Angéline avait mentionné auparavant, nous avons aussi un checklist de qualité pour le plan de réponse humanitaire qui est en cours et nous allons en cours, voire même finaliser, que nous pouvons aussi partager avec vous tous. Et finalement, par rapport à l'appui disponible, donc encore une fois, c'est un appui à distance pour le développement de ces plans de réponse humanitaire. Donc nous pouvons vous aider à travers des appels individuels selon les besoins et aussi bien sûr revoir les drafts du plan de réponse humanitaire. Pour les pays anglophones, nous avons notre collègue Briony Stevens. Et pour les pays francophones, vous connaissez tous déjà Angeline. Et pour les pays hispanophones, il y a moi-même qui pourrait vous aider. Si vous voulez juste parler en espagnol aussi. Il y a les outils de référence et les orientations que nous avons mentionnés lors de cette présentation qui se trouve ici, mais aussi sur les différentes diapositives. Et avec ceci, je ne sais pas, avec les dernières 2-3 minutes, s'il y a d'autres questions à adresser avant que nous clôturons la session. Oui, juste pour réitérer, vraiment n'hésitez pas, juste un petit email ou même de nous retrouver sur Skype s'il y a vraiment juste des questions ad hoc comme ça sur le processus, l'inclusion des thèmes transversaux, la budgétisation, ces éléments-là. On est vraiment disponible. On est là pour ça. Donc, pas d'autres questions, pas de main levée? Je ne vois pas de main levée. Clarification? Ok, super, d'accord. Merci Kevin. Ouais, ça marche. Ok, donc on termine avec 2 minutes d'avance sur notre programme. Donc un grand merci à tous et à toutes de se rejoindre à nous aujourd'hui. Encore une fois, nous allons partager cette présentation et l'enregistrement par la suite. Et si vous avez d'autres questions par rapport à l'élaboration de vos plans de réponse humanitaire, n'hésitez pas à nous contacter. Un grand merci et bonne fin de journée. Merci à tous. Merci de la participation et des contributions. Merci, Bonne journée. merci à vous aussi. Merci. Merci. Et merci.